Je n'ai rencontré l'abbé Breuil que 3 fois dans ma vie, ou 2 fois et demie. La première fois, j'avais 22 ans, c'était en 1956, à l'occasion de la redécouverte des dessins de Rouffignac par Nougier et Robert. La seconde fois, c'était en 1958, à l'occasion de la découverte par notre Spéléo-Club des dessins de la grotte de Villars. Et puis la demi-fois, c'est qu'il a bien voulu, en 1963, pour le centenaire de la préhistoire en Périgord, il a bien voulu nous adresser un très bel article. C'était ces éphémérides piqués dans les dossiers qui ont été exposés ce matin. Ce matin, des gens remarquables ont parlé des dossiers Breuil qui sont monumentaux. Nous ne les avons pas étudiés, ce qui fait que notre communication ce soir vous décevra peut-être. Elle est parcellaire, elle sera un peu pointilliste. C'est un petit peu le petit chemin de fer d'intérêt local par rapport au TGV que vous avez entendu et vu passer ce matin. Nous essaierons de suivre pas à pas l'abbé Breuil en Dordogne, presque jour par jour, grâce à ces éphémérides. Et puis vous ne vous en voudrez pas si nous insistons un petit peu plus sur l'abbé Breuil dans des sites que nous avons particulièrement étudiés. Je pense à au vallon de Serjac, je pense également au courrier qu'il a échangé avec Louis Didon, je pense également à l'action de l'abbé Breuil de Didon contre Otto Hauser, je pense également de la bisbille qui a duré plusieurs décennies entre l'abbé Breuil et l'inventeur de la spéléologie, c'est-à-dire Édouard Alfred Martel. Et puis on essaiera de voir l'abbé Breuil dans les sites que nous avons particulièrement étudiés avec Brigitte, comme par exemple Villars. Je n'oublie pas que nous avons eu la chance, ici même, ou du moins à l'Institut de paléontologie humaine, de retrouver 4 monographies inédites de l'abbé Breuil, dont on dira un mot, que nous avons publiées en collaboration avec le professeur Denis Vialot. Mais nous sommes avant tout des montreurs d'images, donc nous allons passer pour les images. Il y en a pour une petite demi-heure. Alors voilà notre plan, les choses importantes, la moute, les fonds de gomme et les combarelles, l'action du pape de la préhistoire, les combats, les méprises et les bévues, car sans la liberté de critiquer, il n'y a pas d'éloge flatteur, du nouveau, et ce qui a été publié en post-mortem concernant toujours la Dordogne. Nous sommes en 1902, à la Moute, c'est la révélation, comme vous savez tous, de la réalité, l'authenticité de l'art pariétal. Voici le fond de la grotte de la Moute, complètement obturé. Il est désobstrué, on peut aller au fond et on découvre des gravures. La première gravure découverte par Armand Laborie le 8 avril 1895, et il a laissé son graffito, en définitive, est ce bison. Et ce bison, quasi immédiatement, le docteur Émile Rivière, qui est le patron, pour ainsi dire, de cette grotte, va le donner à copier. Ce ne sera pas un relevé, mais une copie par l'abbé Glory. Et il y a même, chose extraordinaire, qui convainc encore plus de l'authenticité, une lampe dans cette grotte, jusque-là scellée. Voici le dessin. Pardon, j'ai failli dire le crowbar fait par l'abbé Breuil. Il a fait, non pas par relevé, mais à main levée, comme à Altamira, il a été dit ce matin peut-être, mais beaucoup moins bien, 5 dessins pour le docteur Émile Rivière. Ils sont conservés au musée du Périgord à Périgueux. Et puis, tout le monde connaît cette photo, 1902, c'est une émanation de l'association française pour l'avancement des sciences, pour se rendre compte de la réalité de la Moute, et vous connaissez la plupart des personnages, l'abbé Breuil bien sûr, jeune séminariste, jeune prêtre, il l'est depuis 2 ans tout mince, bénéficie d'un cadre rouge. On sait rarement qu'il y a eu 2 versions de cette photo. La deuxième va arriver et on voit sur la deuxième que, à gauche, Peyroni est de face, alors que tout à l'heure il était de dos. Elle est plus intéressante et elle est beaucoup moins connue. Voici l'abbé Breuil à peu près à ce moment-là. C'était la Moute. Et alors la Moute, il va travailler, il fait donc ces 5 dessins pour Louis Rivière, pour Émile Rivière, mais il ne reviendra pas à la Moute travailler avant 1924.
C'est en 3 parties, ça. Et le texte qu'il fera sur la Moute ne sera publié qu'il y a quelques années, justement, avec Denis Vialou, texte retrouvé à l'Institut de paléontologie humaine. Bien entendu, le très gros morceau en Dordogne des travaux de Breuil, c'est Fond de Gomme et Combarel. Là, nous allons aller relativement vite. Bon, les 2 bouquins, le premier paraît à Monaco en 1910, chez la veuve A. Chêne. Il est bien sûr aidé par la principauté. Et le second ne paraîtra qu'en 1924, à cause des ennuis avec Marcelin Boule, dans le cadre de l'IPH, que Arnaud Hurel, a très très bien rapporté dans son superbe livre. Alors il est bien sûr sous la coupe de Louis Capiton, dont je vous rappelle que Louis Capiton était l'ancien interne des hôpitaux de Paris et médecin des hôpitaux de Paris, et de Denis Peyroni, qui est l'instituteur local, né du côté de Bergerac, et qui deviendra quand même un des princes de la fouille et de la stratigraphie. Alors, Fond de Gomme, nous avons les éphémérides de ces travaux à Fond de Gomme, les voici, terminés par la publication en 1910. Tout ça est extrait de Ma vie en Périgord dans notre bulletin en 1960. Alors, j'ai emprunté ceci au livre de M. Coyle, qui est très remarquable. Plutôt que d'aller fouiller dans les réserves, ce sont les dessins initiaux de Breuil. Et le reste qui a été publié, c'est maintenant, nous allons le voir rapidement, bien sûr parce que ça chante dans toutes les mémoires. Ce sont de très beaux dessins, et j'ai été très heureux ce matin d'entendre que, au fond, c'était plus une conviction qu'il essayait de faire passer qu'une réalité. En revanche, ces 2 bisons, il ne les a pas vus comme ça, car ces bisons étaient recouverts d'une sorte de crasse des siècles, comme aurait dit l'abbé Breuil, et ce n'est qu'après 1970 qu'ils ont été nettoyés par la conservation régionale des bâtiments de France. Ainsi que Chlorhydrique, en tapant avec différentes méthodes. Alors les Combarel vont l'intéresser de 1905 à 1910, mais la publication sera tardive. Quant à Combarel II, eh bien, il fera les relevés en 1939, mais nous publierons ces inédits après sa mort. Voici les Combarel, c'est la lionne des Combarel, vous la voyez avec sa petite oreille, avec cet œil superbe tout rond dans l'orbite, mais actuellement, vous ne la voyez plus comme ça, puisque cet œil tout rond dans l'orbite a dans l'angle interne de l'œil un caillou qui a été enfoncé et qui est resté depuis plusieurs décennies. Personne n'a jamais osé l'enlever. Voici les dessins des personnages des Combarel, de ces gravures qui sont présentées sur dépliants, qui sont très extraordinaires. Je vous renvoie. Et ce que j'ai appris effectivement dans le livre dont je parlais, c'est que les dessins de l'abbé Breuil ont servi pour la décoration du pavillon du Périgord de la Dordogne lors de l'exposition de 1937, l'exposition du Front populaire de 1937. Alors maintenant, on va voir l'action du pape de la préhistoire. D'abord, les grottes ornées. Nous allons aller vite, car vous savez tout cela, les grottes ornées, bien, c'est rien à côté. Ce qu'il a fait n'est rien à côté du travail qu'il a fait pour Fond de Gomme et pour Combarel. Nous allons les égrener les unes après les autres. Les voici. Donc, nous avons toutes les dates. Donc, Teija, Cablan, Crozagrontan, etc. Nous avons récupéré toutes les dates et ça se termine par Lascaux. Donc, voici Teija. C'est un des premiers relevés. Il est déjà très léché, il est déjà très remarquable. Crozagrontan, mais il faut dire que le sujet est difficile. Ce sont des incisions extrêmement fines. Le poisson, avec un essai de restitution du relief, car c'est un bas-relief plat. Nancy, c'est un relevé vite fait. D'après Alain Rousseau, la tête du bouquetin de droite n'existe pas ou n'existe plus. Le cheval, le merveilleux cheval en relief de Comar, qui a été rendu par le dessinateur. Également Reverdy, avec un essai de restitution du relief. La lampe de Reverdy. Et le calque sur la photographie de la Grèce, qui avait paru dans une exposition consacrée à Breuil, qui rend bien compte du caractère non transparent, mais tout au plus translucide, de la feuille de calque. Le relevé d'oreille d'enfer.
Et le relevé de la suderie, qui est la seule image, la seule figure animale, qui ne soit pas sur du calcaire, mais sur du grès rouge, plus ou moins graveleux, du bassin de Brive. Et puis une cérémonie importante, le 19 juillet 1931, Breuil va apparaître, il est à côté de Peyroney. On inaugure ce jour-là la grande salle du musée des Hésies, et c'est le jour où on plante sur la falaise l'homme de Néandertal fait par Dardet. Non, je n'ai pas mis Dardet. Et puis bien sûr, tout cela va se retrouver en 1952 dans les 400 siècles d'art pariétal, livre qu'il conduit de loin, puisqu'il était en Afrique, et c'est Wendels, le photographe de Lascaux dont on reparlera, qui en assure, bien entendu, l'édition. Alors Rouffignac, c'est un des loupés de Breuil. Il était allé à Rouffignac vers 1910-1911 avec un entomologiste à la recherche d'un trécus cavernicole. Et ils ont tellement bien cherché le trécus par terre qu'ils n'ont pas regardé les parois. Tout au plus avaient-ils repéré des dessins méandriques de macaroni et il avait dit il faudra revenir. Bien. Eh bien, d'autres sont revenus, c'est nous, c'est-à-dire ce sont les membres du Sphélo Club de Périgueux. En 1948, j'étais tout jeune, et nous avons vu pour la première fois ces rhinocéros, et nous les avons photographiés. C'est la photo que vous voyez au-dessus de la tente. Nous sommes allés voir avec cette photo M. Séverin Blanc, qui était le préhistorien administratif important, qui nous a dit c'est le maquis qui les a faits. Bon, nous étions très jeunes et on a accepté ça, ce qui fait qu'ils ont été redécouverts en 1956 par le professeur Nougier et M. Robin Robert. Voici la frise des rhinocéros. Mais l'abbé Breuil a eu la gentillesse, dans un de ses livres, de dire que c'était bien nous qui les avions trouvés, que Séverin Blanc était fatigué par sa captivité récente. Et voici donc, de gauche à droite, l'abbé Breuil, Nougier et Robin Robert. Et là, il est en train littéralement de toucher un de ces rhinocéros. Et à droite, il est sous le grand plafond, qui à l'époque était très proche du sol, environ 80 cm. Alors voici quelques photos qui ont été prises, celle-ci je ne sais pas, mais en les années 57-58, à l'occasion des journées de la Société d'études et de recherche préhistorique des Hésies. Bon, il devient vieux, l'abbé Breuil, il devient âgé, vous allez le voir. C'est la découverte de Villars, à travers cette chatière, avec la scène homme-bison de cette grotte. Et il vient à Villars, et à ma connaissance, c'est la dernière grotte profonde qu'il ait fréquentée. En haut à gauche, il est en train d'examiner les objets que nous avons trouvés avec successivement Bernard Pierret et Pierre Vidal. Et en bas, cette photo a été présentée. Il est avec sa canne, son béret et sa veste noire. Et le bras levé, c'est l'abbé Glory, qui commence à devenir son disciple, qui est en train de lui montrer des détails de la scène homme-bison. Le professeur Borde est au milieu entre les deux personnages. Et puis, une dernière photo que nous avons, c'est la venue de l'abbé Breuil dans l'abri Pateau avec Movius. L'abri Pateau dont Brigitte s'est occupée pendant 15 ans. Et il est là, venu pour, d'une part, la découverte de la jeune femme de l'abri Pateau, mais aussi la découverte de la Vénus de l'abri Pateau, qui pour nous est parfaitement authentique. Je raconterai une petite anecdote un petit peu plus tard au sujet de l'abri Pateau. Voici le maître et son disciple dans la rue des Hésies. Il devient un peu âgé, notre abbé Breuil. Le voici aussi au bureau. À droite, barbu, le professeur Pitard. Et le deuxième en partant de la gauche, c'est Séverin Blanc, le préhistorien des Hésies. Et un courrier que nous avons reçu à l'association de Breuil est assez particulier parce que l'adresse de l'expéditeur est ainsi rédigée, expéditeur, professeur H. Breuil, virgule, de l'Institut, virgule, 52 avenue de la Motte-Piquet, Paris 15e. Alors deuxièmement, Lascaux. Alors on parle souvent de Breuil et Lascaux, en réalité, il n'est pas resté très longtemps à Lascaux. Il est resté depuis le 21 septembre jusqu'au 13 décembre. Lascaux, ce n'est pas des enfants et un chien
hein, c'est pas vrai, c'est une légende. En fait, Lascaux, c'est un garçon qui a 18 ans, qui est mécano dans un garage, qui s'appelle Marcel Ravida, qui découvre la grotte, qui voit que ça continue, qui revient le 12 septembre avec 3 autres copains qui ont entre 15 et 16 ans. Il a prévu un coutelas pour élargir l'entrée, il a prévu de lampes, bref, c'est pas une découverte fortuite. Et c'est lui qui a insisté. Maurice Taon, qui est de passage, c'est lui qui va aller prévenir l'abbé Breuil, qui se trouve à Brive, chez les Buissonny. C'est jumeaux, comme il a été dit ce matin, et vous connaissez tous cette photo, qui en réalité appartient à la famille Laval, mais que nous avons retrouvée chez l'imprimeur, à l'inspirateur du merveilleux trouvaille, M. Léon Laval, bien amicalement, H. Breuil. De gauche à droite, vous avez l'entrée de la grotte, avec Léon Laval, Marcel Ravida, cigarette au bec. Au milieu, Jacques Marsal, le second montignacois de l'équipe, et l'abbé Breuil, bien sûr, à droite. Je vous rappelle que l'entrée de Lascaux, au début, c'était de 20 à 30 cm. Là, nous sommes 1 ou 2 semaines, ça a été transformé déjà en un entonnoir d'obus. Voici l'abbé Breuil avec sa canne ferrée en train de montrer la licorne. Et voici la grande visite du comte Bégoin, le 29 octobre 40. Je vous rappelle que le 29 octobre 40, c'est le jour de l'entretien de Montoire, à 1 ou 2 jours près. Bien sûr, vous les voyez en haut de gauche à droite, le comte Bégoin avec sa grande houppelande. Celui qui tient les mains dans les poches, c'est Marsal. Plus bas, avec son blouson foncé, c'est Ravida. Au-dessus, capote militaire, c'est Paul Fitt, le futur géologue. L'abbé Breuil, vous le reconnaissez, de profil en veste blanche. Et juste à droite de l'abbé Breuil, Maurice Taon, à qui il va confier le travail de faire non pas les relevés, comme on dit, mais les dessins des peintures. Les mêmes personnages sont en bas. Vous apercevez aussi le trou qui est en bas, dont on va reparler, et les poteaux et les fils de fer que ces 2 jeunes ont mis pour protéger les parois des très nombreux visiteurs qu'il va y avoir. Alors l'abbé Breuil, en fait, n'a pas fait de relevé à Lascaux, plus exactement, il en a fait 2, peut-être 3. Ça laisse rêveur. Sur l'image de droite, on le voit en train de calquer avec un papier qui ressemble beaucoup plus à un papier d'emballage qu'à une feuille de cellophane. Premièrement, il devait sans cesse retirer son papier pour regarder ce qu'il y avait derrière. Et deuxièmement, son papier a emporté pas mal de pigments qu'il y a sur la paroi. Bref, ce n'est pas exemplaire comme calque. La jeune personne qui est là s'appelle Paul-Marie Grand. Elle deviendra l'épouse du professeur André Chastel, notre seigneur du Collège de France et de l'étude de la Renaissance italienne. Et le deuxième calque qu'il fait, il le fait dans le cabinet des félins, aidé par Ravida, qui tient le calque bien sûr, et c'est un des félins. Ce dessin n'est pas bon, mais en fait c'est le dessin de l'abbé Breuil revu par Maurice Taon. Je n'ai pas pu revoir l'original. Et puis il fait, j'ai failli dire une fouille, il fait un trou dans la salle des taureaux, et il trouve là quelques fragments de feux d'éclairage, de charbon des feux d'éclairage de la grotte, et c'est à peu près tout. C'est une des 2 fouilles, entre guillemets, de l'abbé Breuil. Et il a le mérite d'envoyer, c'est pas facile, parce qu'on ne peut pas écrire de la zone non occupée à la zone occupée, il envoie à l'entier, il envoie un plan de la grotte, que vous voyez là-haut, avec la grosse salle des taureaux, la nef et le diverticule des félins, et il envoie dans la même lettre un petit dessin représentant la scène du puits, c'est-à-dire l'homme, le propulseur à tête d'oiseau, avec d'assez intéressantes indications. Je crois que ce plan de l'abbé Breuil est le premier qui ait été fait de la grotte. Et nous devons à Alain Rousseau ce document qui est la première frappe du rapport qu'il va envoyer à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Difficile car on ne peut correspondre entre les 2 zones par la ligne de démarcation qu'avec des cartes interzones prééquipées. Et probablement il le fera passer par Vichy, peut-être par le ministère de l'Information. Et puis arrive en fin d'année un grand reporter, c'est Pierre Ichac qui fera au tout début janvier un très beau... Et dans ce magazine, l'abbé Breuil n'est pas représenté, il n'était probablement pas là au moment où Pierre Ichac est venu. Chose intéressante, vous voyez que
pour ce magazine très bourgeois, on avait on avait fait disparaître la racine de l'organe dressé. Et puis il a un aide à qui il va confier la mission de faire les copies des peintures, c'est Maurice Taon. Maurice Taon est un jeune aspirant qui aurait voulu partir à la France libre, mais l'histoire de Merciel Kébir, ça l'a décontenancé. Bon, enfin, il reste. Il sera d'ailleurs plus ou moins surveillé par un officier allemand. Est-ce qu'ils travailleront ensemble? Je ne sais pas trop. En tout cas, là, il est en train de travailler. Il ne fait pas des calques de ces énormes peintures. Il fait des relevés à la chambre claire, comme il a été dit ce matin. Voilà le genre de relevé qu'il fait. Et il fait appel à Wendels, le photographe, qui est un Belge, qui est parisien. Il a son magasin 250 Faubourg Saint-Germain. Il a une usine à Aubusson, mais il est replié à... Et c'est lui qui va devenir l'éditeur de Breuil pour les 400 siècles. Et pour le livre, dit livre de Wendels, mais qui en fait sera écrit par Annette Laming. Et puis, l'abbé Breuil finit par loger au château, chez la famille de Montardy, et il travaille dans ce château. Voilà, et un jour, il a, sur une table de bistrot, avec Léon Laval, il s'est mis à dessiner des animaux, en voici 2 ou 4, je ne sais plus. Vous avez remarqué que le papier était brûlé parce que le collège de Léon Laval a pris feu, et bien sûr, ça a failli brûler. Voilà un dessin de l'abbé Breuil. Et il part à Vichy, et je dois dire que j'ai été passionné par le travail d'Arnaud Hurel sur le séjour à Vichy. Je ne savais pas grand-chose. Pour résumer, il va à Vichy pour obtenir l'autorisation de partir ailleurs, c'est-à-dire au Portugal, en Espagne et en Afrique. Il va aller tâter la Dame Blanche du Bromberg, au sujet duquel notre collègue Le Quélec a écrit un bouquin remarquable. Mais il reviendra seulement en 1949. Et en 1949, en 3 jours, il va tenter une fouille, ou plus exactement une excavation, au pied de la scène de l'homme bison, parce qu'il est convaincu qu'il va trouver une sépulture. Et c'est là où André Leroi-Gourhan a dit « ils ont fouillé comme des sangliers ». Alors, cher Arnaud, vous mettez un petit peu en doute la gentillesse de M. Leroi-Gourhan. En réalité, oui, comme des sangliers. Parce que la diaclase se termine d'une manière extrêmement étroite. Ils étaient couchés, ils ont gratouillé. Et quand ils ne pouvaient plus gratouiller, ils avaient une espèce d'énorme cuillère pour remonter tout ce qu'ils pouvaient du fond de cette diaclase. Bref, il a été remonté de belles choses. Il a été remonté une pointe de saguet de 50 cm de long, une saguet avec une superbe étoile dessus, une sifo, un très, très beau coquillage. Et Breuil également avait trouvé dans l'abside, dans le sable de l'abside, sous la main littéralement, cette superbe épingle qui fait 1 mm d'épaisseur et 8 cm de long. Et il avait trouvé un certain nombre de choses. Voilà justement le produit de l'excavation du puits de Breuil. Ainsi que des lampes en quantité très importante, plus de 100 lampes. Et puis, on a pensé pendant la guerre à faire fouiller quelqu'un d'autre. Et c'est Breuil qui ne pensait pas du tout à l'abbé Glory, même il l'avait refusé, l'abbé Glory. C'est Breuil qui va demander à son jumeau Buissoni et également à Saint-Just-Pécard. Bon, Buissoni déclinera l'invitation. Quant à Saint-Just-Pécard, il serait bienvenu, mais il est parti dans la milice, il a été fusillé, et ce n'est pas très pratique. Et voilà, c'est comme ça que Breuil et que Glory est devenu l'élève, le disciple de l'abbé Breuil. Mais voilà ça. Alors, l'abbé Breuil a dit, je surveille très attentivement le travail de Glory. Quand on regarde les éphémérides, c'est assez faux. Il y est allé 5 ou 6 fois. Il n'a pas dépassé pratiquement le porche d'entrée. Il n'est certainement pas allé au fond du puits où Glory a mené sur 1 mètre carré la seule fouille de la... Et puis, l'abbé Glory, Breuil l'a su également, l'abbé Glory a vécu. Il est ici l'air désabusé sur la gauche, les épouvantables travaux de 57-58 à Lascaux. Tout au fond, le monsieur qui montre son séant est en train de travailler au marteau-piqueur.
le marteau-piqueur est dans la grotte, et le générateur du marteau-piqueur est dans la grotte également, moteur au gasoil, parce qu'on n'allait pas descendre, on n'allait pas remonter et descendre tout le temps cet appareil. Il a eu le temps quand même de faire une bonne douzaine de coupes stratigraphiques. Et de laisser un document de 50 pages. Le voici en train de faire les relevés. C'est juste au moment, un peu avant la mort de Breuil. Et c'est lui qui a trouvé, au fond de cette seule fouille, cette superbe lampe en grès rose, qu'il présente ici à l'admiration des foules, dont votre serviteur se trouve sur la droite. Il paraît que je n'ai pas vieilli, mais comme je porte la barbe, on ne me reconnaît pas. Et voici la très belle photo qui a été présentée tout à l'heure, où il y a les trois personnages merveilleux, André Leroi-Gourhan, Breuil et Glory. Alors ça mérite d'être lu en entier. Ça mérite d'être lu, c'est la lettre de recommandation que l'abbé Breuil a envoyée à Leroi-Gourhan au sujet de Glory, le malheureux qui voulait à toute force intégrer le CNRS parce qu'il vivait essentiellement, en travaillant à Lascaux, de quêtes de conférences. Alors mon cher collègue, vous savez le beau travail auquel l'abbé Glory est attelé à Lascaux et auquel chaque année je donne une inspection assez serrée. N'exagérons rien. J'estime qu'il a tous les droits et toutes les qualités pour être recruté dans les cadres du CNRS. Glory ne sait pas généralement se rendre sympathique. Il écrit et il relit bien, quoiqu'il nécessite parfois de le modérer sur ses interventions hypothétiques. L'un de ses défauts mignons est d'aimer la petite réclame d'une excessive façon qui ne manque pas de le rendre un peu irritant parfois et d'agacer les gens. Mais il accepte et encaisse les observations qu'on lui fait quand il sent que c'est pour son bien. En somme, un excellent sous-ordre dans la réalisation, mais un très précieux travailleur sur le terrain et qui ne craint pas sa peine. Ce ne sera jamais un leader, mais un précieux auxiliaire et capable de découvertes importantes. Que faut-il de plus à la recherche, bien cordialement, avec de l'Institut. Moralité, Glory a été recruté comme ingénieur et non pas comme un chercheur, comme il le souhaitait. Ça fait partie des compliments qui tuent. Un tout petit mot maintenant pour les visites guidées. Breuil, pape de la préhistoire, est devenu une sorte de guide de la préhistoire en Dordogne. Ceci, c'est Castelmerle, à Serjac. C'est l'endroit qu'il nous a dit préféré du Périgord, là-bas, chez M. Castanet. Le voilà, bien sûr, avec Miss Boy, je crois. C'est un cliché que je dois à Alain Rousseau. Et voilà le relevé de toutes les visites. Il faisait visiter les sites à des tas et des tas de gens. Bien, le tableau est un petit peu petit et il y en a un autre derrière. Bref, il était un peu le présentateur des grottes et abris ornés du Périgord. Allons vite également sur les... Alors ce chapitre, nous voulions, Brigitte et moi, l'appeler fouille. Mais en fait, fouille, c'est quand même pas fouille. Ce sont des observations. Alors, j'ai relevé ce qu'il disait exactement, donc des grattages à Cro-Magnon, à la Madeleine, à Laugerie, une fouille avec rivière à la Liveire en quelques jours, le seuil du logement à Laugerie, devant la Grèze, un petit foyer magdalénien. Comme on disait tout à l'heure, la Ferrassie, il a participé à 2 exhumations. À Lascaux, il a fait le trou que vous avez vu dans la salle des taureaux. Et à Lascaux, la fouille de sanglier au fond du puits. Voilà, si vous voulez, les travaux d'excavation, de fouille qu'a fait Glory en Périgord. Breuil, pardon. Une petite note au sujet de découverte de la Ferrassie. On a très peu de photos de ces fouilles. Et pour cause, et il a été très ami avec Louis Didon. Il est allé plusieurs fois chez Louis Didon, le fouilleur de Serjac, y compris après la mort prématurée de Didon, pour mettre en emballage ce qui allait être dispersé et vendu. Voici le Vallon des Roches, sur lequel nous avons travaillé, Brigitte et moi, et d'une certaine façon, vis-à-vis de Louis Didon, Breuil s'est comporté comme un expert en sexualité, puisque Didon avait trouvé des vulves, ne savait pas très bien ce que c'était, c'est Breuil qui, sur une carte postale, lui disent « Mais mon bon monsieur, ce sont des vulves, pudenda mulieri ». Il avait trouvé également notre Didon un phallus, et Breuil lui envoie une lettre lui disant « C'est un phallus, d'ailleurs on a dû avoir un culte phallique, voire des seins ci-dessous ».
Également, les décès en empreinte d'ours ont été explicités par Breuil vis-à-vis de Didon. Tout ça, ce sont les archives de Didon que nous avons retrouvées. Voilà une des rares photos que j'ai trouvées aussi, c'est l'abbé Breuil en petite tenue avec Constant lors de la découverte, ou peu après la découverte du néandertalien du Régourdo. Voilà, reste à faire un tout petit mot au sujet des congrès, très rapidement. Les congrès importants, il en a été allusion ce matin, le congrès de 1905, la réunion de 1908 au sujet de la résolution de l'Aurignacien pré-solutréen et le congrès de 1934 avec la description des 2 cycles de l'évolution de l'art pariétal. Les combats, là aussi on va aller vite bien sûr. Bon, c'est bien sûr la photo que vous avez vue ce matin du Ruth, le 15 avril 1908, fin ou presque fin de la querelle de l'Aurignacien. Voici les personnages. Le deuxième combat, et la définition des Magdaléniens. Ceci, c'est une photo des vitrines qu'il y avait autrefois au rez-de-chaussée dans l'IPH. Et puis la grande bataille avec Martel, le spéléologue qui ne croyait pas aux griffades d'ours, aux griffures d'ours, et spéléologue qui avait trouvé indécent le dessin que l'abbé Breuil avait fait du rhinocéros de fond de gomme. Donc, ce n'est pas des griffades, ce sont des corrosions, disait Martel. Monsieur Martel plaisante, à moins qu'il n'ait peu observé. Et voici le rhinocéros de fond de gomme, en noir, pas facile à voir. Voici le relevé qu'en avait fait Breuil, peut-être un petit peu flatté. En tout cas, Martel n'avait pas du tout marché dans cette affaire-là. Pourtant, il existe bien. J'ai dû le remettre à sa place de telle manière qu'il ne s'y est plus frotté. Et c'est daté de 1959. Martel était déjà mort depuis 30 ans. Passons vite. Et puis, bien sûr, Ozer, une lettre à Louis Didon contestant le remontage du crâne du Moustier, et la guerre contre Otto Ozer, qui est archéologue d'origine suisse et qui mettait en coupe réglée le Périgord. Et ce qui est intéressant, voilà les publicités de Ozer. Il est en même temps d'ailleurs le créateur du tourisme Ozésie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'abbé Breuil a envoyé contre Ozer 2 personnages. L'un, Louis Didon, l'autre, Denis Peyroni. Chose amusante, Louis Didon était franc-maçon, était membre de la loge de Vézuna et des Amis Persévérants de Vaison à Périgueux, alors que Peyroni était membre de la loge vers la justice de Sarlat. Et l'idée de ce prêtre qui envoie 2 francs-maçons contre un antiquaire allemand, c'est assez drôle. Voici d'ailleurs l'obligation de Peyroni. Alors, hésité à faire ce chapitre de méprise et de bévues. Oui, il y a des méprises et des bévues. Par exemple, voici la Moute. Eh bien, la Moute, ce panneau qu'il a calqué, est très abîmé, parce qu'il y a eu des moulages, et aussi parce qu'il le dit lui-même, il collait le calque sur la paroi avec des petites boulettes d'argile, ce qui fait qu'il y a des demi-cercles d'argile un petit peu partout. Les voici, nous les avons relevés. Autre petite particularité, à l'abri Blanchard. L'abri Blanchard avait donné beaucoup de vestiges aurignaciens à Didon, et quand Didon a demandé ce qu'il fallait en faire, Breuil a répondu, à mon sens, il n'y a aucune utilité à ne pas diviser cette collection. Il est certain qu'il y aurait intérêt à... Bref, et il ajoutait dans une autre lettre, les prix de gros sont très différents des prix de détail. Quant au musée susceptible d'acquérir l'ensemble, il n'existe pas. Ce qui fait que les objets de Blanchard ont été dispersés dans le monde entier, un peu partout, à la demande de Breuil. De la même façon, ce cheval sculpté dans le Gravettien de l'abri l'abattu, eh bien, Breuil disait lui-même, je regrette, je n'avais pas compris son intérêt, je l'ai laissé partir, il est actuellement aux États-Unis. Et puis reste l'histoire de la Vénus d'Auripato. Oui, la Vénus d'Auripato que vous voyez est authentique, a été trouvée lors de la fouille de l'Auripato, mais un des collaborateurs de Movius s'est amusé à faire une deuxième Vénus et est arrivé à ce moment-là, l'abbé Breuil,
qui immédiatement a authentifié bien sûr la Vénus authentique, mais d'un même geste bénisseur, a authentifié la fausse. Quand on lui a dit quelques minutes après, il est rentré dans une rage folle, et Movius également. Et c'est l'auteur qui nous a envoyé cette lettre pour nous raconter l'anecdote. Bon, ceci c'est une tache sous Baïsac qu'il a décrite comme une main, ce n'est pas une main négative. Ceci c'est les raclages qu'il a fait à Bernifal, car ces figures de mammouth, de bison étaient sous un voile de calcite plus ou moins pulvérilante, et avec la pointe de sa canne en fer, il a raclé pour les faire apparaître, ce qui est quand même peut-être pas une bonne méthode de conservation. Là, il présente au comte Bégoin Lascaux. Vous savez qu'une de ses erreurs a été de penser immédiatement que Lascaux était gravétien, alors que Lascaux est quand même beaucoup plus tardif. Il s'était d'ailleurs fixé pour définir cette époque gravétienne sur les peintures trouvées dans le vallon de Serjac. Et puis, il y a tellement de monde à Lascaux, on avait tellement ouvert en fin 40 l'entonnoir de Lascaux, que les pluies d'automne entraient et avaient bien sûr inondé les gours. Mais il fallait que le photographe Wendels photographie les peintures, donc il n'allait pas qui sont plafonnantes pratiquement, il n'allait pas se coucher dans l'eau, donc l'abbé Broglie a demandé que l'on perce les gours. On a percé les gours, ça a fait un bruit de siphon épouvantable, et ça a fait apparaître cet énorme entonnoir à l'entrée du articule axial. Et l'articule axial s'est abaissé de 1 mètre ou 1 mètre 50. On va faire machine arrière, Brigitte, pour dire voilà comment c'était. Petite parenthèse, c'est la seule photo ancienne que l'on ait de la salle des taureaux. Elle est extraite, et voilà, après le travail de Breuil, autre photo avec l'entonnoir. Alors tout ça a été comblé, mais ça a été quand même beaucoup modifié. Alors cette photo vient du film La Nuit des Temps, et c'est Brigitte qui l'a repérée. Elle a été faite en 42. Alors également à Pernon-Père, c'est la vallée de la Dordogne. Alors à Pernon-Père, il s'est passé des choses, nous avons travaillé après. Il a relevé de Pernon-Père en 1936 et il les a utilisés simplement en 1952. Ce qui fait qu'il ne se souvenait pas des particularités de ces relevés. C'est pour ça qu'il a inventé des cercles et il a inventé des méandres. Alors ces cercles-là, en fait, sont des dépressions de la paroi qu'il avait représentées comme des cercles. Et ces méandres, un certain nombre de ces méandres-là, sont en fait des strates de la roche encaissante, mais 10 ans plus tard, il ne savait plus de quoi il s'agissait. Également, ce grand cheval est superbe, c'est un des plus grands des gravures paléolithiques, il est superbe, manque de chance, il a travaillé sur 2 calques différents, donc il les a mal raccordés. En réalité, il raccorde très très bien. Quant à ce baiser amoureux de ce cervidé et de cet ours, eh bien il n'existe pas du tout, c'est une vue de l'esprit. Et puis, il y a eu un autre échec de l'abbé Breuil, c'est la grotte de la Forêt. La grotte de la Forêt, c'est cette petite grotte où il y a ces rennes, petite grotte difficile d'accès, et il a laissé une lettre très particulière dans les archives du chanoine Jardel. Bon courage. Pour la grotte de Régnac, c'est pareil, l'endroit est très difficile, j'ai renoncé à passer, j'aurais pu y arriver, mais ce n'était pas la peine de m'esquinter, et je suis resté sur cet essai. Bref, il a été très très vexé, il n'a pas pu avoir rentré dans cette grotte qui était pas large. Et puis il a continué à faire le guide, le voici à Lossel, c'est un cliché qui vient du laboratoire, du muséum. Et puis voilà ce dessin. Alors ça aussi c'est Lossel. Alors c'est très particulier pour 3 raisons. D'abord, tout le monde met la cuisse devant le pubis pour cacher les organes génitaux. Deuxièmement, le monsieur et les autres de ce livre ont tous des barbes pointues de Terre-Neuva. Et puis troisièmement, les dames ont vraiment des fessiers particulièrement hypertrophiés. Et ils sont tous tout nus. Voilà, donc on va aller très vite. Donc nous sommes repassés bien sûr après l'abbé Breuil. À Comarque, nous avons trouvé en haut à gauche des petites figures schématiques, ou en bas une vulve, mais ça c'est normal qu'on en laisse. À Bernifal, qu'il avait bien étudié, en haut d'une cheminée, eh bien il y avait ce superbe mammouth et ce masque humain qu'il n'avait bien sûr pas vu. À la Grèze, il y avait un mégacéros.
Et il y avait un mammouth qu'il n'avait pas repéré. Au poisson, il y avait cette main qui a été découverte par Alain Rousseau, qu'il n'avait pas vue. Bref, ça peut arriver de tout ça. Et reste le post-mortem. Ce sont ces 4 monographies que nous avons publiées. On va aller très vite. C'est surtout Lamoutte et Bernifal et d'autres. Ça, c'est un des testaments en faveur de Glory, disant il reste ces publications à faire. C'est à Glory de la faire, mais ça se présentait comme mon travail. Voilà, ce sont ces 4 grottes. Mais Glory est mort, bien sûr, en 1966, et il ne l'a pas fait. Et voici des détails de ces figures. Les Combarel II, avec ce superbe rhinocéros. Voici la Calévie. Voici Bernifal. Et voici un autre papier concernant Lamoutte. Et voilà le manuscrit de Lamoutte. Voilà ce que nous voulions pour vous présenter. Et nous retombons sur le bison de la découverte. La boucle est bouclée. C'est un grand savant, comme vous savez. D'ailleurs, il a un profil, il a été timbrifié, même aux Comores, les timbres, y compris à l'IPH. Et il a eu également des médailles. 3 sortes de médailles. La première, la deuxième, la troisième, ce qui fait qu'il semble qu'il est beaucoup vieilli dans cette évolution. Alors, il écrivait aussi à sa cousine de Périgueux: les relevés des Combarel et de Fond-de-Gomme ont décidé vraiment de ma vie de savant. J'en rends chaque été grâce à Dieu à la messe. Et il écrivait aussi: je continuerai à être l'abbé Breuil comme Napoléon est resté pour les soldats, le petit caporal. Brigitte et moi vous remercions.